Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Mes chers élèves de la troisième année collégiale, je vous propose ce chapitre des microbes. Donc je commence par une introduction qui va mettre l'accent sur la définition d'un microbe. Comme son nom l'indique, micro veut dire petit, vie, c'est-à-dire des êtres vivants qui sont microscopiques, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, sont nommés aussi des micro-organismes. Donc ils vivent dans l'eau, dans le sol, dans l'air, c'est-à-dire partout, dans les milieux qui sont non stérilisés, donc ils présentent une très grande variété. On va poser donc un ensemble de questions à propos de ces micro-organismes. Comment peut-on les classer? Quels sont les modes d'action des microbes pathogènes? Donc je parle ici de pathogènes qui veut dire des microbes qui causent des maladies. Ensuite, on va parler de l'utilité de ces microbes. Je commence par la classification des micro-organismes. Vous savez que la classification nécessite un ensemble de critères. Donc, pour votre niveau, on essaye de mettre des critères simplifiés pour la classification de ces micro-organismes. Je cite le milieu de vie, le mode de vie, la taille et puis le mode de multiplication. Je commence par le premier groupe, ce sont donc les protozoaires. Ici, donc, vous avez des exemples de protozoaires, la paramécie, le paramecium, que vous avez déjà étudié en première année, l'amibe aussi, puis l'ishmania qui cause une maladie appelée l'ishmaniose, et puis le trypanosome. Donc, vous voyez ici, ces protozoaires sont donc des êtres vivants unicellulaires qui peuvent donc se déplacer par des moyens de locomotion variés, des flagelles par exemple, des pseudopodes, des cils, etc. Pour le mode de vie, donc les tissus sont des saprophytes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de la matière organique. Pourquoi? Parce qu'ils aiment vivre dans des eaux qui sont stagnantes, riches en matière organique, mais ils peuvent aussi être parasites, c'est-à-dire ils sont dangereux pour les autres corps. L'exemple, l'amibe, il peut causer donc une maladie, l'amibiose. Aussi, celle-là, elle peut causer l'ishmaniose, etc. Donc, le deuxième critère, c'est la taille. Pour déterminer la taille, on a besoin de l'image. On mesure la taille sur l'image et puis on essaye de diviser par le grossissement. Mais il ne faut pas oublier de convertir. Par exemple, on a cette taille en centimètres, on doit la convertir en micromètres, sachant qu'un centimètre est égal à 10 puissance 4 micromètres. Puis je divise par le grossissement. Pour le mode de multiplication de ce type de protozoaire, c'est un mode de division, c'est-à-dire que la cellule se divise en deux cellules qui sont identiques. Je passe au deuxième groupe, ce sont donc des bactéries. Les bactéries, donc, elles sont classées selon leur forme, soit des petits bâtons, on les appelle les bacilles, par exemple le bacille lactique, le bacille du tétanos, etc. Ou se forment rondes, on les appelle les coques, peut-être monocoques, c'est-à-dire isolés, ou là les diplocoques. Ici, vous voyez donc pour les diplocoques, elles peuvent associer sous forme de chaîne, on parle des streptocoques, ou sous forme de grappes de raisin sont les staphylocoques. Si vous avez une forme spirale, ce sont donc les spirochètes. On parle donc de milieu de vie de ces bactéries. Ils vivent surtout dans les milieux qui sont riches en matière organique, donc le mode de vie les saprophytes. Et puis ils peuvent être aussi parasites. Ils peuvent donc arriver au corps des animaux ou le corps humain. Pour la taille, c'est la même méthode. Le mode de multiplication, c'est la même chose pour les protozoaires, c'est-à-dire que la cellule, il se divise en deux cellules, mais pour les bactéries, ils n'ont pas de noyau bien déterminé, donc ils sont nommés les prokaryotes. On passe au troisième groupe, ce sont donc les champignons microscopiques. Donc ici, vous avez des exemples. L'exemple, par exemple, ici, vous avez le pénicillium, le fameux pénicillium qui produit l'antibiotique très connu, la pénicilline. Si vous avez donc les moisissures de pain ou de fruits, ici, il y a la levure de bière et puis les asperges. Donc, vous avez un ensemble de champignons microscopiques. La plupart, donc, ils sont saprophytes, mais ils peuvent être aussi parasites. Ils causent des maladies pour l'homme. Le mode de multiplication, ici, on a deux modes. Par exemple, pour les moisissures,
Et pour le pénicillium et les aspergilles, ils ont un mode de sporulation, c'est-à-dire qu'ils produisent des spores, des petits grains, qui sont donc transportés par l'air. Puis le deuxième mode, c'est le mode de bourgeonnement. Vous voyez ici, pour les levures de bière, ils produisent des petits bourgeons qui se transforment en d'autres levures. On passe au dernier groupe, ce sont donc les virus les plus dangereux, les plus petits êtres vivants, mais ils sont les plus dangereux. Des exemples, le VIH, le virus du sida, le virus de la grippe. Et puis ici, vous avez les deux types de virus de l'hépatite, ici l'hépatite B et l'hépatite C. Donc pour ces virus, ils nécessitent des cellules vivantes pour se multiplier dedans, donc ils sont des parasites par obligation. Donc tous les virus sont pathogènes. Pour le mode de multiplication, ils nécessitent donc une cellule appelée la cellule hôte. Pour chaque type de virus, il a donc une cellule bien précise. Par exemple, le coronavirus, elle agit sur les cellules des voies respiratoires. Ici, on va donc parler de modes d'action des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui sont néfastes, qui agissent négativement sur le corps, ils causent des maladies. Je commence par le premier mode, c'est la multiplication rapide. Donc les microbes, s'ils arrivent au corps, ils peuvent se multiplier rapidement à partir de l'exploitation de ce document. Vous voyez ici dans l'image les salmonelles. Salmonella bertellatifi, c'est un type de bactérie qui est en cours de division en deux. Pendant 20 minutes, donc une seule bactérie va donner 2 et les deux vont donner 4, etc. Donc vous voyez qu'il y a chaque division se fait pendant 20 minutes. Donc pour déterminer le nombre total à partir d'une seule bactérie, on a besoin d'une règle, c'est-à-dire le nombre est égal à 2 à la puissance le nombre de divisions. Par exemple, le nombre de divisions pendant 3 heures, pendant 1 heure, c'est 3 divisions, donc c'est 2 puissance 3 est égal à 8. Si je mets donc ces microbes dans des conditions qui sont favorables, mais le milieu elle est non renouvelable, c'est-à-dire j'ajoute plus les nutriments, je laisse les mêmes conditions sans ajouter des nutriments, donc on parle d'un milieu qui est non renouvelable. Au début, vous allez voir que le nombre de ces bactéries elle est presque égale pendant 1 heure à 100 millions de bactéries par millilitre. Pendant la même période, jusqu'à 2 heures, on peut arriver, vous voyez, à 1,5 milliard, c'est-à-dire que le nombre il est multiplié par presque 15 fois et plus. C'est-à-dire que la multiplication elle est très rapide. Vous allez remarquer que après le pic, il y a une chute. Pourquoi? Parce que le milieu est non renouvelable, c'est-à-dire le manque de nutriments. Il va donc causer la mort de ces microbes dans ce milieu. Donc l'essentiel, c'est que ces microbes ils sont très, très pathogènes s'ils arrivent dans le corps. Pourquoi? Parce que le milieu est très favorable et les nutriments, donc ils sont renouvelables. Donc après la multiplication rapide, il y a un autre mode d'action, surtout chez certaines bactéries. Je donne ici le bacille tétanique qui cause la fameuse maladie connue, c'est le tétanos, le casase. Donc on va voir comment ces bactéries agissent sur le corps à partir de cette expérience. On essaie donc d'injecter 1 cm3 d'une culture de bacille tétanique pour un lot de souris. Le résultat, c'est l'apparition des symptômes et la mort des souris. Donc ici, pour expliquer la mort, puisqu'il y a l'apparition des symptômes de maladie, donc ici la cause, c'est le bacille tétanique qui se trouve dans le milieu de culture. La deuxième expérience, on essaie d'utiliser ici le filtrat de ce milieu de culture, c'est-à-dire on essaie d'utiliser un papier filtre pour obtenir un liquide appelé le filtrat, mais ce liquide il est dépourvu, ne contient pas de bacille tétanique. Si on injecte 2 cm3 de ce filtrat, il donne les mêmes résultats que la première expérience. Donc vous voyez ici, même en absence de bacille, il peut donc causer le problème. Ici on peut déduire que ces bacilles, ils ont un mode d'action, c'est celui de la production, la sécrétion d'une substance très toxique appelée la toxine. Donc pour prouver qu'il s'agit vraiment d'une substance qui est sécrétée, on injecte la même quantité, le même volume, 2 cm3. Mais ici, on utilise l'eau distillée et stérilisée
les souris restent donc saines, c'est-à-dire que vraiment, dans ce filtre, il y a des substances qui sont très toxiques. Donc ici, on peut conclure que ce type de bactéries, ils ont un mode d'action qui est la sécrétion d'une toxine. Et on donne d'autres exemples, sont donc le bacille diphtérique, le Clostridium, etc. Donc il y a un ensemble de microbes, de bactéries qui agissent par la production des toxines. Troisième mode d'action, c'est celui des pneumocoques qui causent, les diplocoques qui causent donc la pneumonie. À partir des résultats de cette expérience, on va découvrir, donc ici Griffith, c'est un savant, c'est un chercheur en 1929. Il a remarqué que dans la nature, il y a deux types de bactéries. Donc la différence, des bactéries qui ont des capsules, qui sont entourées par des capsules. Ici, ils n'ont pas de capsules. Donc pour voir la différence, il a essayé de les injecter aux souris. Donc ici, il a injecté à S1 les microbes avec capsule. Il a remarqué qu'il y a la mort comme résultat. Ici, lors de l'injection des microbes sans capsule, il a remarqué que les souris restent saines. Donc la conclusion, c'est que la virulence, c'est-à-dire que le danger de ces microbes réside au niveau de cette capsule. Donc vous voyez ce troisième mode d'action, c'est-à-dire ils agissent par des capsules. On passe à un autre mode, c'est le dernier mode, celui des virus. Donc les virus, j'ai dit qu'ils nécessitent une cellule hôte, une cellule vivante pour se multiplier dedans. Donc vous voyez ici qu'un virus, il essaie d'injecter son matériel génétique. Donc ce matériel peut être soit ADN, soit ARN selon le type de virus. Donc pour ceux qui ont l'ADN, ils sont appelés des adénovirus. Ceux qui ont les ARN, ce sont les rhinovirus. L'exemple, c'est le coronavirus. Lorsqu'ils injectent le matériel à l'intérieur de la cellule hôte, la cellule donc essaye de produire un ensemble des milliers de virus. Et puis ces virus détruisent cette cellule, sortent pour infecter, attaquer d'autres cellules vivantes. Pour l'utilité de ces microbes, je les résume brièvement dans des domaines. Par exemple, le domaine agroalimentaire, on utilise des microbes pour la production du pain, des alcools, du vinaigre, des produits laitiers, par exemple le bacille lactique. La production des produits pharmaceutiques, les antibiotiques. Ici, on a déjà parlé de la pénicilline extraite du pénicillium. On peut produire aussi des enzymes, des hormones. Pour la production d'hormones, par exemple, la bactérie d'Escherichia coli, qui est très connue au niveau de l'intestin de l'homme. On peut donc l'utiliser pour produire une très grande quantité d'insuline, c'est-à-dire il essaie donc de synthétiser ces protéines qui sont des hormones. Et ils sont utilisés aussi, ces microbes, dans le traitement des eaux usées pour la transformation de la matière organique des eaux usées en matière minérale. Et aussi, ils peuvent être utilisés dans la lutte biologique, surtout dans l'agriculture, pour lutter contre les insectes et puis les autres microbes. Donc, sans utiliser de pesticides ni d'insecticides. Jusqu'ici, donc, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.